Bienvenue à toutes et à tous. Alors je me présente, je suis Feriel de Riche. Je suis la directrice du CIPCA. Le CIPCA, pour certains, vous le découvrez cette année. Voilà, mais le CIPCA montre à quel point les enjeux des acteurs de l'immobilier, de la construction de la ville, les élus, les aménageurs, en fait, sont tous soucieux voilà, du bien-être des uns et des autres. On fait un immobilier avant tout responsable. Voilà, et on va vous montrer à quel point les acteurs, à toute échelle, les personnes qui m'accompagnent ici même sur ce plateau, sont extrêmement impliqués et m'ont même soufflé ce sujet de la santé qui a été abordé à l'occasion notamment du sommet des territoires que vous avez certainement pu suivre hier après-midi. Voilà, où des élus ou des vice-présidents de région sont venus voilà, nous parler de ce sujet si important. Alors, merci. Je vous présente mes invités pour démarrer. Nous avons une historienne de la ville contemporaine avec nous. C'est important de jamais oublier l'histoire, jamais oublier d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Alors, pour représenter Aya Life Designer, j'ai le plaisir d'accueillir Christine O'Haraud-Beauval. Vous êtes directrice déléguée de la recherche et de la fondation Aya. Vous avez tous présenté un petit peu vos structures et vos métiers. Et puis, à vos côtés, toujours pour Aya Life Designer, la directrice Aya Territoire. Parce que je le disais tout à l'heure, on fonctionne main dans la main et c'est un véritable enjeu pour les territoires. Marie Chabrol, je suis ravie également de vous accueillir. Cette conférence est donc dédiée à un sujet qui nous concerne toutes et tous. C'est l'impact de l'immobilier sur notre santé et notre environnement. Et pendant très longtemps, en fait, on a considéré la construction comme voilà, une simple affaire de briques, une simple affaire de mortier. On a oublié que chaque bâtiment, chaque quartier, chaque ville a un impact direct sur la qualité de l'air que nous respirons. Les matériaux qui nous entourent, et c'est pour ça que les matériaux qu'on a choisis au CIPCA, qu'on sélectionne, sont le moins impactants possible, voilà, qui nous entourent et sur notre bien-être au quotidien, finalement, on a oublié beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un constat qui est très clair. Si l'immobilier n'est pas pensé avec une approche bas carbone et une attention particulière à la santé de ses occupants, les conséquences peuvent être désastreuses. Christine O'Haraud-Beauval, je vous présente à nouveau, vous êtes historienne de la ville contemporaine et directrice déléguée de la fondation Aya Life Designer. Alors déjà, l'historienne m'interpelle sur ces sujets. Si vous m'entendez, très bien. Voilà, et je suis aussi curieuse de savoir voilà, ce qu'il y a derrière la fondation Aya Life Designer, et je pense que voilà, qui mérite d'être présentée et qu'on pourrait découvrir tous ensemble, si vous voulez bien. Oui, alors je suis bonjour à tous, et je remercie vraiment chaleureusement Feriel de nous avoir invités. En effet, moi en fait je suis historienne et j'insiste sur ce point. Donc l'histoire, ça fait partie du champ des sciences humaines et le champ des sciences humaines dans nos réflexions est tout aussi essentiel. J'ai passé 10 ans au pavillon de l'Arsenal, j'ai travaillé avec des aménageurs, etc., qui ont eu le courage de m'intégrer à leurs réflexions, de me faire confiance et qui aujourd'hui en voient tout à fait l'intérêt. Donc dans la fondation Aya, qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, l'objectif c'est de réfléchir à des sujets qui mettent en relation l'architecture, la santé et l'environnement. Donc c'est une fondation d'entreprise financée par une agence d'architecture, donc ça je le précise aussi parce que c'est quand même plutôt assez inédit et c'est un investissement qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce que déjà le temps de la recherche, c'est pas le temps du projet. Et dans la recherche, on a le temps de se poser les questions, on a le temps d'accepter les échecs et on a le temps de se mettre tous autour de la table avec des compétences qui sont extrêmement différentes, aussi inédites qu'elles soient. Aujourd'hui, dans la fondation, moi que j'ai rejointe il y a maintenant 4 ans, j'ai le plaisir, et j'en suis ravie, d'animer donc un cycle d'exposition qui est montré depuis maintenant 3 ans, qu'on a commencé à la Biennale de Venise. À la Biennale de Venise, je vous rappelle, donc il y a 5 ans, on se posait la question de comment allons-nous vivre ensemble demain ? Et en fait, nous, on avait choisi de se dire, mais en fait, le sujet, c'est pas de se poser la question de comment on va vivre demain. On sortait du Covid, je rappelle, la Biennale avait été décalée d'1 an. Donc on s'est dit, non mais attendez, en fait, on parlait de lanceurs d'alerte tout à l'heure. Nous, on a dit, c'est pas demain qu'il faut se poser la question. Donc on va arrêter de mettre demain dans notre vocabulaire et on va commencer à se poser la question aujourd'hui. Donc est née de cette réflexion une exposition qui s'appelle donc Comment allons-nous ?
et qui est menée par une question très simple, c'est aujourd'hui, sommes-nous malades ou serons-nous, et là on peut aussi se poser la question, malades de nos villes. J'ai fait donc le petit exercice quand même de rassembler les courbes de progrès pour essayer de comprendre finalement comment on se posait la question de savoir si on était malade ou pas de nos villes. Il faut rappeler quand même on est en réduction d'espérance de vie, on est en progression de maladies chroniques et on est dans des risques de plus en plus fréquents d'épidémies globales. Vous parliez de crise sanitaire, le Covid évidemment en est un des exemples, mais il y en aura encore de nombreux et quand on se dit ça, on se dit tous oulala, j'espère que ça ne va pas nous arriver. Bon, en fait, ça va nous arriver, donc ça fait partie des risques inhérents. Donc nous, on s'est dit, bon, on ne va pas se décourager et on va essayer d'aller regarder comment, en fait, scientifiquement, on peut observer ces faits. En fait, tout ce qu'on est en train de se dire là, il y a un moment donné, et malheureusement, on n'a pas les moyens de le faire dans notre domaine, on ne se donne pas les moyens de le faire. Nous, on s'est dit, en fait, on va rassembler l'ensemble de ces connaissances qui est monumentale et on va essayer d'aller le mettre dans quelque chose qui est accessible à tous. Et quand je parle tous, c'est tout le monde. Parce qu'en fait, quand on parle de santé, vous le disiez très justement au début, on parle de santé collective. Donc à chacun d'entre nous ici présents est à la fois acteur de sa santé individuelle et en tant que professionnel, on est aussi acteur de la santé collective. Et responsable. Exactement. Mais alors là, c'est le deuxième point justement, c'est en quoi sommes-nous responsables? Et donc comment est-ce qu'on identifie qu'on est responsable et à quel endroit? Notre santé dépend de quoi, de qui? Je vais faire juste un petit sondage. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ce diagramme? Déjà. Alors ça, c'est un diagramme qui est issu d'une analyse de l'OMS qui a 25 ans. Donc je vais tous vous dire un truc, puis vous allez, ça sera, si c'est la seule chose que vous retenez de ce que j'ai dit, ça me va très bien. Aujourd'hui, notre santé individuelle dépend à 10% de l'offre de soins. L'offre de soins, c'est tout l'investissement qu'on va mettre, et je ne le nie pas pour autant, dans les hôpitaux, la médiation autour de notre santé quand on va chez le médecin, à l'hôpital, etc. Ça, c'est 10% de notre santé. 20% de notre santé, c'est notre patrimoine génétique, le lieu où on vit, etc. Et puis après, il y a 70% de tout ça qui est rassemblé dans ce qu'on appelle les modes de vie et les facteurs environnementaux. Et donc, ça veut dire, en fait, que, donc là, je nous mets dans la casquette, on est au CIPCA, qu'est-ce qu'on a à vous faire passer comme message sur la santé? Nous sommes tous, en tant qu'experts, responsables de ces 70%. Est-ce qu'il varie en fonction des territoires? Bien entendu. Est-ce qu'il varie en fonction d'on est au nord de la planète, au sud? Ça varie. Mais la proportion dans laquelle on est impliqué, c'est ces 70%. Donc une fois qu'on s'est dit ça, là on se dit, waouh, l'ampleur de la tâche, elle est quand même assez énorme. Comment on va faire? Et le sujet de la Fondation, ça a été justement d'aller retravailler à l'intérieur de tout ça pour montrer déjà ce qui existe, parce qu'on n'est pas tout seul en fait, ce qui existe dans la littérature scientifique, ce qui existe, qui a été déjà créé comme label, indicateur, etc. au niveau mondial, parce qu'en fait la ville est aujourd'hui mondiale. Donc regardez, le sujet de la santé de la ville et des individus qui vivent en ville, c'est évidemment un sujet qui dépasse largement nos frontières. Après, il y avait un deuxième sujet sur lequel je veux insister, et là je prends un peu ma casquette d'historienne, c'est la slide suivante, c'est après le Covid, pareil, alors là on s'est tous mis à découvrir qu'en fait la santé et la ville, c'était lié. Ben, non, alors ça je peux vous dire du point de vue de l'histoire, en fait, la santé et la ville, ce sont des sujets qui sont éminemment liés depuis toujours. Donc il y a énormément d'évolutions de villes qui ont été calquées sur des facteurs d'analyse de santé. Je prends un exemple qui va paraître bête. Donc, on considère que le premier acte d'urbanisation, c'est en 1192. Philippe Auguste se dit « Ouh là là, odeur nauséabonde aux alentours de mon château. Je pense que la pestilence, ça véhicule des maladies. Attention, il faut régler le problème. » Donc là, la connaissance scientifique de l'époque, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du pavage de rue. Et en fait, chacune des époques définit un modèle qui va corriger une analyse qui est faite, qui est censée rectifier ce qu'on voit en disant, voilà, on considère que ça, c'est pas bon pour la santé ou du roi ou des individus, et on le met en place. Mais alors ça, c'est pareil, et je reprends ce que vous disiez tout à l'heure qui était tout à fait juste, les réflexes, aérer les bâtiments, lavez-vous les mains. En fait, est-ce que ça, vous savez d'où ça vient? Eh bien, en fait, c'est les politiques hygiénistes du début du XXe siècle qui ont développé, avec des campagnes publiques d'affichage suite aux nombreuses épidémies de tuberculose, qui sont des maladies
respiratoire. Et donc, pour régler le problème, il fallait que chaque individu se sente investi. Parce que ce que j'entends très bien et que vous constatez sûrement autant que moi, c'est qu'il ne suffit pas de mettre en place tout un tas de labels pour que les choses existent. Si l'individu lui-même ne se sent pas concerné, en fait, ça n'existe pas. Et ça, c'est pareil, c'est de tout temps, c'est pas aujourd'hui. Donc moi, je vous invite plutôt à pas être désespéré, puisque de toute façon, ce sera toujours le cas. Il y a un décalage énorme entre je mets mon label en place, j'essaie de changer les habitudes, et les habitudes individuelles de chacun se changent. Ça, c'est normal et c'est toujours le cas. Autre exemple que je trouve intéressant pour rebondir sur ce que disait Michel, c'est en fait le côté je ne prends pas l'escalier qui a l'air extrêmement anecdotique, etc. Tout ça, c'est pas en fait anecdotique. Et c'est fondamental de le remettre et de recomposer sur ces éléments pour comprendre en quoi directement, après, on est capable d'aller dire si je supprime l'escalier dans ce bâtiment, voilà ce que ça va activer dans mes déterminants de santé que je vous ai montré tout à l'heure, et voilà sur quelle maladie directement ça a un impact. Aujourd'hui, on a deux maladies qui sont mises en priorité dans la santé publique, c'est l'obésité et la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est en train de devenir des éléments qui sont dramatiques puisqu'on ne fait pas de prévention. Et là, si on peut passer juste sur le diagramme, je vous explique comment tout ce qu'on est en train de se raconter là, en fait, on l'a mis nous. Alors ça, c'est la chronologie que je viens de vous passer rapidement. Mais comment est-ce que nous, on l'a mis en fait dans un objet de recherche? Donc là, vous voyez ce que nous, on appelle le diagramme des déterminants de santé. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années et qui a nécessité d'aller regarder donc, dans la littérature scientifique, donc faire un corpus de recherche, le sujet qui nous permettait de répondre en quoi, en fait, le cadre d'aménagement est-il favorable ou non à la santé? Et comment est-ce qu'on influence ça au regard des déterminants de santé? Donc des indicateurs dont je vous parle qui nous accompagnent tout au long de notre santé qu'on a vu au début. Et donc vous voyez la facilitation graphique, donc c'est interactif. Hein, là, vous voyez juste une image, mais en fait, vous pouvez cliquer dessus, aller regarder comment ça fonctionne, etc. C'est un méga tableau Excel qui rassemble toutes ces références. Et dans toutes ces références, vous avez donc au centre les maladies, les trois catégories de maladies, parce que quand on dit maladie, c'est pareil, en fait, on parle de quoi? Il y a bien la santé mentale, la santé physique et la santé, on en parlait tout à l'heure aussi, sociale. C'est tout aussi important que le reste. Et donc ça, c'est le milieu. Après, la couronne du centre, c'est les déterminants de santé. Le premier truc que je vous ai montré là avec nos 70%, donc c'est nos 70%. Et autour, c'est les paramètres d'aménagement. Donc si, par exemple, je clique sur, je ne sais pas, j'ai envie de savoir ce qui a un impact sur l'obésité. Bah, je clique sur obésité et puis là, ça me met tous les liens, tout ce qui est en relation dans les familles de déterminants de santé et dans les paramètres d'aménagement avec la maladie en question. Donc ça dit à la fois ce qui est positif, mais aussi ce qui est négatif. Pourquoi ? Parce que si je supprime quelque chose qui fait du lien, qu'est-ce que ça a comme impact sur la maladie en question ? Et toutes ces analyses, elles sont, depuis maintenant les itinérances d'exposition, rapportées au territoire qui nous accueille. Donc on est en ce moment à Lyon. Donc en fait, on a été à Lyon, on a pris la matrice du corpus initial de ce tableau Excel, on a été récupérer toutes les données du territoire, les données de l'ARS, etc. On a fait une étude sociologique, etc. Et on a contextualisé le diagramme. Donc on est capable, avec ce diagramme, d'aller sur un territoire, de dire, bah voilà, on choisit un quartier. Là, on a choisi 3 quartiers, en l'occurrence. On récupère les données de quartier. Et dans chacun de ces quartiers, bah, par exemple, il y a un des quartiers où on peut vous dire, bah, en fait, est-ce que je dois planter des arbres ? Là, en l'occurrence, la valeur du petit parc qui est potager, en l'occurrence, elle est sociale. Donc, si vous voulez créer du lien social dans ce quartier parce que c'est la priorité pour remédier à des problèmes de sécurité, bah, en fait, il ne faut pas planter des arbres, il faut plutôt favoriser les associations qui s'occupent des potagers en lien social. Le truc qui paraît hyper anecdotique quand je vous dis ça comme ça, mais en fait, non, c'est fondamental. Ça veut dire que si l'asso, on la supprime, on lui supprime son financement, on supprime en fait l'équipe de tout un quartier qui arrive à créer du lien social et à régler un problème de santé. La pauvreté, l'insécurité, l'équité sociale, ce sont tout autant des problèmes de santé publique que le reste en fait. Donc l'isolement. On est en train l'isolement. Et tout ça, ça fait partie de la santé mentale. Donc l'idée, c'est de montrer ça. Après, pareil, une fois que je vous ai dit tout ça, il y a une masse de travail considérable, une fois qu'on regarde ça, qui dit, nous, on finance notre recherche et on fait cette partie de la médiation.
Mais après, c'est pas moi qui vais aller faire toutes les analyses de pollution, créer les indicateurs qui n'existent pas, faire les études préalables, etc. Ça ne sert, ça n'est pas un outil, c'est un outil d'observation. Ça permet de faire de l'aide à la décision aux collectivités, aux aménageurs, de nous inclure aussi tous dans le dialogue suffisamment en amont et de ne pas rajouter la santé comme une couche supplémentaire après à la fin. Ah oui, mais alors attends, parce que le bio-environnement, il faudrait lui demander son avis. Finalement, je vais mettre des vélos, ou voilà. Hein, voilà. Ce ne sont pas des petites choses et des petits outils qu'on vient rajouter, c'est par l'impact, finalement, ce qu'on va construire, ce qu'on va aménager. Et d'inverser le paradigme exactement. En devenant une société préventive et non pas corrective. Aujourd'hui, on est 100% dans une société qui est corrective. Sur tous les modèles que je vous ai présentés, que vous pourrez consulter, tout est en ligne. Hein, alors voilà, j'allais vous demander, parce que c'est c'est intéressant. On a aussi, voilà, on sent l'utilité de cet outil. Je me dis, allez, je vais regarder, est-ce que je prends suffisamment les escaliers, qu'est-ce que je risque finalement, voilà les problèmes que j'ai. Enfin, et puis c'est surtout la disposition de vous avez vu comme je m'immisce directement, je vais l'utiliser, je pense, tout à l'heure. Encore une fois, Sophia Antipolis qui sourit, parce que le sujet de la santé, de la recherche aussi, dont vous parliez tout à l'heure, tout cet écosystème, on sent que vous avez travaillé avec des chercheurs, même si vous dites quand on fait de la recherche, on a le temps. Oui, parce que le chercheur, à la base, déjà, il lui faut des moyens aussi. J'en ai fait moi-même, hein, voilà. Donc je peux vous dire qu'il faut des prendre moyens, le temps. Mais la recherche doit aussi aller vite, évoluer vite à nos côtés, parce qu'il y a une véritable urgence, vous ne manquez pas de le rappeler. On le sait ici au CIPCA, il y a une véritable urgence climatique, il y a un impact réel de nos métiers. Moi, ce que j'ai plaisir aussi à dire quand même, et c'est pas par hasard aussi que Sophia Antipolis soit avec nous sur le plateau, c'est que j'ai plaisir à voir à l'échelle de quartier, j'ai plaisir à voir à l'échelle d'aménageurs, de territoires, d'élus, qui étaient notamment présents ici hier soir pour les trophées de l'aménagement durable, qu'il y a des prix aujourd'hui, il y a des vraies réflexions autour de la santé, qu'il y a des élus qui disent, moi il est hors de question que vous me fassiez des logements si les gens n'ont pas un petit jardin, n'ont pas une petite terrasse, s'il n'y a pas ce lien social. Il y a aussi le sujet de l'appropriation de nos quartiers, il y a, vous voyez, de la ville, et tout ce que vous dites est extrêmement important. Alors je ne suis pas élue, je ne suis pas aménageur, mais comment je fais en effet pour aller sur voilà, votre outil de la fondation Aya Life Designer? C'est une exposition qui itinère, donc là on est à Lyon. Okay, d'accord. Dans l'exposition, il est tout à fait possible de consulter tous les éléments. Certains d'entre eux sont en ligne, si vous voulez prendre le temps tranquillement de regarder de quoi il s'agit. Il y a des films, enfin il y a plein de choses. D'accord. On est allé interroger des médecins, parce que là il n'y a pas de médecins, mais ça aurait été bien d'ailleurs. Mais voilà, mais non, mais c'est pour montrer aussi que il faut que ces gens-là, on les entende parler, parce qu'eux-mêmes, à un moment donné, progressivement, ils ont été retirés des planifications urbaines au profit de l'ingénierie. Et donc, on ne les entend pas au bon endroit, en fait. Et donc, nous, l'idée, c'est de cette synthèse, vous la consultez en ligne. Et puis, sur la partie diagramme, évidemment, de plus en plus, et c'est pour ça que je dis, en fait, il faut qu'on soit aussi, nous, aidés et accompagnés. On arrive à la faire atterrir dans des lieux de médiation. Là, on est au CAUE, à Lyon, qui nous a accueillis. On était à la direction de l'urbanisme à Grenoble il y a 2 ans quand ils étaient capitale européenne. Nous, en fait, il nous faut un lieu qui nous accompagne dans la pédagogie parce que, en fait, on est, je le rappelle, une agence d'architecture quand même à la base qui monte cette fondation, mais qui fait de la pédagogie pour que chacun d'entre nous comprenne l'urgence et ensuite vienne après. Il n'y a pas de concurrence, en fait, là, dans ce domaine. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aller faire du projet, chercher du projet et montrer en fait où se situent les priorités sur les territoires. Vous nous présenterez l'an prochain, si vous le voulez bien et si vous l'acceptez, justement ce que vous avez fait et comment vous avez accompagné Lyon et Grenoble, parce qu'il y a de vrais sujets et des élus qui ont véritablement tiré une sirène d'alarme dès le départ, avec des messages très très alarmants qui ont fait peur, mais au moins on prend conscience des choses. Et pour finir sur une note positive, parce que en fait l'idée c'est quand même d'être positif, toujours dans l'histoire, et je rebondis aussi sur le sujet qui a été cité en filigrane, après je laisserai évidemment la parole aux autres. L'amiante est un sujet de santé publique qui est résolu en fait. C'est ça qu'il faut entendre pour nos maîtrises d'ouvrage public. C'est un progrès énorme. On a réussi à dire qu'il fallait l'enlever. On a réussi à se donner les moyens pour l'enlever. Elle n'est pas retirée partout, l'amiante, mais en tout cas, on est tous au courant. En fait, on a tous en tête l'enjeu que représente ce retrait de l'amiante. Donc ça, c'est important de comprendre qu'il y a aussi beaucoup de succès, en fait.
Allez Christine, vous aurez tout le temps de partager vos passions à la fois d'historienne, voilà, des territoires, de tout. Tout à l'heure après, on aura un temps d'échange dans la salle des speakers, de la salle des sommets, voilà, qui est juste derrière. On parlait des territoires, on parlait du lien avec les territoires. Je vous disais, moi j'ai plaisir à voir à quel point les aménageurs, les élus sont vraiment conscients de ces enjeux. On veut plus de quartiers voilà, faits pour être faits, des logements implantés, des immeubles. Voilà, on parle de respirer, on parle bien sûr de décarboner, hein, et c'est l'essence même du CIPCA. Ce lien avec les territoires, je vous regarde, donc Marie Chabrol, vous êtes directrice AIA Territoire justement, donc j'imagine que vous êtes au cœur même de ce lien, peut-être cette prise de conscience. En tout cas, il y a un véritable échange avec voilà, des acteurs comme Sophia. Je le redis encore, vous êtes hyper avancé sur les sujets. On respire très très bien chez vous. Claire, merci. Marie, pardon, Marie Chabrol. Oui. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc moi je dirige la partie projet urbain, urbanisme et paysage chez AIA, donc AIA Territoire. Et donc on intervient effectivement sur des projets urbains complexes et aussi pour les aménagements, l'insertion urbaine et paysagère des projets d'architecture de AIA. Voilà, donc ce qui me paraissait important aujourd'hui, c'était à travers 2 projets de vous montrer finalement comment le travail mené par la Fondation peut se concrétiser et comment ça constitue un champ d'expérimentation vraiment très riche pour nous, concepteurs. Voilà, donc ce que je vous propose... Les slides, messieurs, s'il vous plaît, vous le faites tellement bien. Tout à fait. Donc ce que je vous propose, c'est de l'illustrer à travers la concrétisation d'un des déterminants de santé principaux, qui est vraiment la relation entre l'homme et la nature. Voilà, qui est effectivement, on l'a déjà dit à travers les différentes interventions, il y a de nombreux bienfaits portés à la santé individuelle et collective à travers ce rapport à la nature, ce rapport physique, visuel et sensoriel. Et donc ça, on souhaiterait l'illustrer à travers 2 projets. Donc il faut avancer dans les diapos. Voilà, encore. Voilà, donc là c'est pour vous montrer, justement, vous voyez à travers un peu les différents articles. Donc c'est ces articles scientifiques dont parlait Christine, hein, qu'on a mis dans le diagramme et ce qui nous permet d'illustrer vraiment à chaque fois les impacts donc sur la santé de ce rapport notamment avec la nature. On le voit hein, concrètement, hein, vous le dites, il y a une réduction du stress rien qu'au visuel qu'on a hein, sur la nature. Et ça rejoint vraiment ce que vous disiez, Stéphanie, aussi chez Care Promotion. Hein. C'est tout ce à quoi vous pensez, que vous anticipez en fait. Ce sont même vos choix. En fonction de ces critères, vous faites les choix, vous disiez tout à l'heure, les implantations de vos logements. Au démarrage dès la réflexion sur le plan masse. Ouais. Voilà, le plus tôt possible. Marie nous disait également le lien sensoriel avec la nature. Je le lis, hein, mais il y a une baisse de la pression artérielle qui est quand même assez conséquente. Voilà, et hormonale, voilà, les hormones du stress. Elle est très belle cette photo. C'est dommage que ce ne soit pas en France, c'est à Glasgow. C'est ce que je vois. Oui, c'est l'OBA. Et donc pour ceux qui connaissent, c'est un centre thérapeutique pour les personnes qui sont en phase de convalescence après des cancers. Voilà, donc c'est un très très beau lieu, très inspirant pour nous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on aime beaucoup cette image. Voilà, parce que c'est un lieu très inspirant. Voilà, donc là c'est pour dire aussi comment c'est toutes les aménités de cette mise en relation et comment ça vient finalement aussi mettre en jeu de nouvelles figures, ce qu'on appelle de nouvelles figures de santé, qui amènent à influencer sur la conception. J'ai pas mis, donc on a mis au point en fait une nouvelle méthode aussi de conception où effectivement dans cette phase de diagnostic on prend le temps de faire un état des lieux de la santé des habitants du territoire dans lequel on intervient. Et donc ça c'est vraiment aussi une approche nouvelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un diagnostic urbain, paysager, architectural, on fait aussi dans cette étape d'état des lieux un état de la santé des habitants et donc on travaille avec les services de santé publique des collectivités et on essaie aussi de faire des interviews avec des médecins, des centres de santé, voilà, qui sont dans les territoires. Et donc c'est très très riche comme approche.
Si on peut passer à la diapo suivante. Donc on souhaitait illustrer ce travail qu'on a mené avec des soignants dans le cadre d'un centre de rééducation de soins au Carré Sénart, donc pour l'UGCAM. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont eu des accidents, des accidentés de la vie et qui donc sont là pour des séjours longs. Donc c'est vrai que ce qu'on a cherché à concilier, c'est de travailler sur évidemment la convalescence de ces personnes, mais aussi le bien-être des soignants. Vous êtes nombreux chez AIA, il y a beaucoup de filiales et de structures. Je vois AIA Architecte, ingénierie, territoire, environnement. Waouh, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a mis au point une méthode de conception intégrée qui effectivement permet de travailler sur cette approche santé à tous les niveaux, dès les études et aussi dans la concrétisation. Voilà, donc je voulais juste vous montrer comment ça influence un peu sur le projet paysager et aussi sur le projet du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur un premier axe qui met en lien intérieur-extérieur. On a travaillé aussi sur le fait d'avoir un rapport visuel à tous les niveaux pour sécuriser le patient dans son parcours. Et on a aussi travaillé sur des parcours thérapeutiques, donc un jardin vraiment de convalescence, avec différents niveaux, dont des buts assez imposants pour aussi préparer le retour à la ville et voilà, comment les patients vont pouvoir aussi retrouver une vie normale. Et donc tout ça, ça a fait un jardin assez, qui est en train de se faire, mais qui va être très intéressant aussi du point de vue paysager. Un deuxième exemple, je vais aller assez vite. Là, c'est pour voilà, on peut avancer. Là, c'est pour le centre de recherche de l'Institut Pasteur à Paris. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un contexte très dense, voilà, avec un site qui est sur de part et d'autre de la rue du Docteur Roux et qui accueille 3000 usagers en permanence et qui a un centre de recherche, voilà. Et donc on a cherché à concilier densification douce qui était attendue et renaturation. Mais on a aussi surtout travaillé au bien-être des chercheurs qui travaillent dans des conditions très rudes, dans des laboratoires enfermés, en sous-sol. Et donc on a vraiment travaillé ce lien aussi avec la nature, avec les espaces extérieurs à tous les niveaux. Et on s'est aussi vraiment appuyé sur toutes les démarches qui étaient déjà, toutes les initiatives qui étaient prises par les chercheurs sur place, donc que ce soit installation d'un nichoir, petit jardin, petit jardinage à certains endroits qu'on a cherché à développer, à amplifier, et on a travaillé avec eux de manière très participative. Voilà, pour vraiment renaturer le campus. J'ai pu voir, voilà. En effet, j'ai pu suivre ce sujet qui m'a passionné. Il y a même un hôtel à proximité qui est dédié aux chercheurs, à la recherche, où on dit bien dormir, bien manger, se reposer, enfin tout est dédié au bien-être et à la détente. Oui, et on a aussi travaillé avec un artiste, Fabrice Hibert, qui a travaillé sur qui a fait une sculpture de l'homme avec que des plantes médicinales. Voilà, donc on a vraiment travaillé ce sujet de la nature dans dans toutes ses composantes. Voilà, donc il y a quelques images si vous voulez voir après. Bien sûr. Je me trompe. Voilà, donc on a travaillé aussi. Alors chez AIA, effectivement, on est une grande famille, mais on a aussi des outils de modélisation très intéressants qu'on met aussi en œuvre pour montrer finalement les impacts que nos propositions ont par rapport à l'existant. Et donc là, on a montré effectivement les effets sur l'îlot de chaleur urbain, cette renaturation. Ça c'est voilà, c'est ça. Et donc on arrive à gagner plus de degrés voilà, sur l'ensemble du campus. D'accord. Et les photos. Voilà, et les photos. Institut Pasteur. Chouette. Voilà, donc moi, le petit point que je souhaiterais ajouter aux échanges qu'on a dit, c'est vraiment cette question de la santé, elle doit se faire avec les usagers, avec les habitants. Voilà, ça doit être une démarche participative, contributive. Ça ne peut pas se faire sans eux. Un immense merci. Et puis, on continue, on lève le doigt pour 2026. On va plus loin ? Allez, génial. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Merci.